En novembre 1992, des dizaines de chaînes de télévision à travers les États-Unis ont refusé simultanément de diffuser un épisode d'une série comique mettant en vedette Béa Arthur. Des milliers de lettres de protestation furent envoyées à CBS. La presse débattait sans relâche du sujet, et pourtant l'histoire attira une audience d'environ 65 millions de téléspectateurs. Ce qui a bouleversé tout le pays n'était ni un film de guerre ni un discours politique, mais la décision de Maude, le personnage interprété par Béa Arthur d'avorter à 47 ans. À une époque où l'arrêt Roe contre Wade n'avait pas encore été rendu, peu pouvaient imaginer que la femme au centre de cette tempête était une actrice dont Hollywood avait autrefois cru qu'elle ne pourrait jamais devenir une star. Béa Arthur avait été jugée trop grande avec une voix trop grave, était une apparence qui ne correspondait absolument pas à l'image de l'héroïne populaire de cette époque. Avant de changer l'histoire de la télévision américaine, elle passa des années comme marine technicienne médicale et actrice de théâtre inconnue, attendant patiemment sa chance pendant près de 30 ans. Ironiquement, les mêmes qualités autrefois considérées comme des défauts finirent par devenir des traits distinctifs que personne d'autre ne pourrait remplacer. Mais Maude ne fut qu'un chapitre dans la vie de Béa Arthur. Le véritable nom de Béa Arthur était Bernice Frankel, née le 13 mai 1922 dans le quartier de Brooklyn à New York. Elle grandit dans une famille juive d'ascendance polonaise et autrichienne. Son père était Philippe Frankel et sa mère Rebecca Pressner. Bernice était la deuxième de 3 sœurs, avec une sœur aînée nommée Gertrude et une cadette nommée Marianne. Lorsque Bernice était petite, toute la famille déménagea dans la ville de Cambridge, dans le Maryland, où ses parents ouvrirent un magasin de vêtements pour femmes. Cambridge était une petite ville, et les Frankel étaient l'une des rares familles juives qui y vivaient. La ville n'avait pratiquement aucune scène artistique professionnelle. Mais Bernice développa dès son jeune âge un amour du cinéma, imitant la façon de parler de Mae West et le sourire de June Allison, tout en nourrissant en silence le rêve de monter un jour sur scène. À 12 ans, Bernice avait presque déjà atteint sa taille adulte et était toujours la plus grande de sa classe. Dans les pièces scolaires, on lui attribuait souvent des rôles masculins plutôt que les rôles féminins qu'elle avait toujours voulu interpréter. Bien des années plus tard, Béa Arthur se souvenait que son plus grand désir d'enfance était de devenir une fille blonde qui pouvait chanter et danser comme les stars de Hollywood qu'elle admirait tant. Son apparence la rendait souvent mal à l'aise, mais son intelligence vive l'aidait à se démarquer parmi ses camarades. Bernice fut élue la fille la plus intelligente de son école. À 16 ans, on lui diagnostiqua un trouble de la coagulation sanguine, et ses parents s'inquiètent pour sa santé, l'envoyèrent à Lyndon Hall, un pensionnat en Pennsylvanie pour ses 2 dernières années de lycée. Vivre loin de sa famille l'aida à développer tôt un fort sens de l'indépendance. Bien qu'elle pensât déjà à se consacrer aux arts, elle n'osait pas encore le faire, croyant que ses parents voulaient qu'elle choisisse une profession plus stable. Après avoir terminé le lycée, Bernice fréquenta pendant 1 an le Blackstone College for Girls en Virginie, partagée entre sa passion pour les arts et la sécurité qu'offrait une carrière stable. Alors que la Seconde Guerre mondiale était encore en cours, Bernice décida en 1941 de rejoindre la réserve féminine du corps des marines des États-Unis, devenant l'une des premières femmes à servir dans cette organisation. Elle travailla d'abord comme dactylographe et secrétaire au quartier général de Washington D.C., avant de se porter volontaire pour un transfert vers l'école de transport motorisé à Caen-le-Jeune. Après avoir terminé sa formation, Bernice servit comme conductrice de camions militaires et régulatrice de transport à Cherry Point, en Caroline du Nord. En 1945, elle fut libérée avec les honneurs au grade de sergent. En quittant l'armée, Bernice fréquenta le Franklin Institute of Science and Arts à Philadelphie, où elle obtint sa certification de technicienne de laboratoire médical et effectua un stage dans un hôpital local. Cependant, après avoir travaillé peu de temps dans ce domaine, elle réalisa que ce n'était pas la carrière à laquelle elle voulait consacrer le reste de sa vie. Cette décision emmena la vie de Bernice dans une direction complètement différente. En 1911, après avoir déménagé à New York et s'être inscrite au Dramatic Workshop de la New School, Bernice Frankel commença son parcours de jeune actrice de théâtre. Durant les premières années de sa carrière, elle joua avec des compagnies de théâtre off-Broadway et se lia étroitement au Cherry Lane Theatre, apparaissant régulièrement dans des pièces de Shakespeare, des drames grecs et des œuvres européennes modernes dans de petits rôles. Pendant plus d'une décennie, Béa Arthur fut connue presque exclusivement au sein de la communauté théâtrale new-yorkaise, tandis que son nom demeurait pratiquement inconnu du public du reste des États-Unis. Durant cette même période, elle prit progressivement conscience du fossé évident entre le théâtre et Hollywood. Avec environ 1,77 m de hauteur, des traits anguleux marqués et une voix grave et rauque, Béa Arthur ne correspondait pas à l'image de l'actrice de cinéma populaire des années 50.
Alors que de nombreuses actrices de sa génération étaient choisies comme héroïnes romantiques dans des comédies musicales, on lui confiait plus souvent des rôles de personnages de caractère fort ou de femmes plus âgées que son âge réel. Bien des années plus tard, elle se souvint qu'enfant, tout ce qu'elle voulait, c'était devenir une belle fille blonde comme les glamoureuses stars de cinéma qu'elle admirait. Mais la réalité l'entraîna sur un chemin complètement différent. Un chemin où les qualités autrefois considérées comme des désavantages devinrent progressivement des marques distinctives qui la différenciaient de tous les autres. C'est aussi à cette époque que Bea Arthur commença à apparaître à la télévision, juste au moment où ce média entrait dans une période de croissance rapide aux États-Unis. Elle apparut dans de nombreuses émissions de télévision en direct, notamment Studio One Craft Television Theater de Seven Lively Arts et Caesar's Hour. Bien qu'elle n'y interprétât que de petits rôles, ses apparitions l'aidèrent à acquérir une expérience précieuse devant la caméra tout en continuant à se consacrer pleinement au théâtre. En 1954, Bea Arthur fut choisie pour interpréter Lucy Brown dans la production en anglais de la comédie musicale L'Opéra de Quatsus. Ce fut l'un des rôles les plus marquants de sa carrière off-Broadway, et cela marqua aussi la première fois qu'elle travailla avec Lotte Lenya, une actrice que Bea Arthur tint toujours en très haute estime. Bien des années plus tard, elle continuerait de citer Lotte Lenya aux côtés de Lee Strasberg et Sanford Meisner comme les trois personnes qui avaient le plus influencé son style de jeu. Durant la seconde moitié des années 50, Bea Arthur continuait de jouer aussi bien à Broadway qu'en dehors. Alors qu'elle interprétait la chanson Garbage dans la comédie musicale Shoestring Revue, elle attira l'attention de Norman Lear qui allait bien des années plus tard provoquer le plus grand tournant de sa carrière. À la même époque, le propriétaire d'un club nocturne lui conseilla de se consacrer à la comédie musicale, plutôt que de se limiter à des rôles dramatiques. À ce moment-là, elle continuait de travailler constamment entre le théâtre et la télévision, sans savoir que ces deux domaines finiraient par façonner le reste de sa vie. En 1936, après près de 2 décennies de persévérance au théâtre, Bea Arthur attira pour la première fois véritablement l'attention de la critique en apparaissant dans la comédie musicale de Broadway Un violon sur le toit. Dans le rôle de l'entremetteuse Yente, elle fit forte impression grâce à sa voix grave distinctive et son jeu incisif. Bien qu'il ne s'agît que d'un second rôle, cette performance fut largement considérée comme celle qui aida Bea Arthur à établir sa place sur la scène de Broadway et lui ouvrit la porte à des opportunités plus importantes dans sa carrière. Cela montra également que ses nombreuses années de persévérance silencieuse sur les scènes new-yorkaises commençaient enfin à lui apporter la reconnaissance qu'elle méritait. Cependant, alors que sa carrière prenait de l'élan, la vie familiale de Bea Arthur traversa des difficultés considérables. Son mari, le metteur en scène Gene Saks, fut diagnostiqué d'une hépatite et dut cesser de travailler pendant un temps. Les revenus de la famille durant ces années dépendirent largement des rôles d'actrice de Bea Arthur qui continua de travailler régulièrement soutenant sa carrière tout en étant aussi le principal soutien financier de la famille, entretenant son mari et leurs 2 enfants adoptifs. En 1966, Gene Saks fut choisi pour mettre en scène la comédie musicale de Broadway Mame. Bea Arthur espérait avoir la chance d'auditionner pour le rôle principal de Mame Dennis, mais les producteurs choisirent finalement Angela Lansbury. Plutôt que d'abandonner la production, elle accepta le rôle de Vera Charles, la meilleure amie à la langue acérée et au caractère direct de l'héroïne. Cette décision devint un tournant majeur valant à Bea Arthur le Tony Award 1966 de la meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie musicale. Angela Lansbury remporta elle aussi le Tony de la meilleure actrice dans une comédie musicale, et en travaillant ensemble, les 2 femmes forgèrent une amitié proche qui dura toute leur vie. Le Tony Award aida le nom de Bea Arthur à dépasser largement la scène de Broadway. Des producteurs de cinéma et de télévision commencèrent à remarquer une actrice à l'apparence distinctive, à la voix extraordinaire et dotée d'un sens unique du rythme comique. Elle continua malgré tout à consacrer l'essentiel de son temps au théâtre tout en élargissant progressivement son travail vers le cinéma et la télévision. À la fin des années 60, Bea Arthur apparut dans un flux constant de nouveaux projets posant les bases de la période qui l'amènerait dans les foyers de millions de téléspectateurs. En 1970, Bea Arthur décrocha l'un des premiers rôles cinématographiques marquants de sa carrière en apparaissant dans Lovers and Other Strangers. Bien qu'elle n'y tînt pas le rôle principal, son apparition marqua une présence plus notable sur grand écran après des années passées principalement connue comme actrice de théâtre. Après près de 20 ans à bâtir constamment sa carrière, elle n'était plus simplement une interprète reconnue seulement dans les cercles professionnels du théâtre. Broadway l'avait fait connaître à un public bien plus large, mais le plus grand tournant de sa vie restait encore à venir. Au début des années 70, malgré de nombreuses années passées à jouer à Broadway, Bea
Arthur demeurait un visage peu familier pour le public télévisuel de tous les États-Unis. Le tournant survint lorsque le producteur Norman Lear l'invita à apparaître dans sa comédie de situation. Joanney qu'après une insistance répétée, qu'elle accepta d'apparaître dans 2 épisodes dans le rôle de Maud Findlay, une cousine dont les idées politiques étaient complètement opposées à celles d'Archie Bunker. Lorsque ces 2 épisodes furent diffusés, la réaction du public dépassa largement toutes les attentes. Maud devint rapidement le centre du débat national, au point que quelques mois plus tard, seulement CBS décida de transformer le personnage en série à part entière. En 1978, Maud fut officiellement lancée. Sur 6 saisons et un total de 141 épisodes, Bea Arthur devint la figure centrale de l'une des séries comiques les plus audacieuses de l'histoire de la télévision américaine. À l'époque, une comédie centrée sur une femme d'âge mûr était déjà extrêmement rare, et il était encore plus inhabituel que cette femme ait un caractère fort, soit franche, et souvent impliquée dans des débats politiques. Maud était complètement différente des personnages féminins aimables, habituellement vus à la télévision américaine. Elle était de mauvaise humeur franche et parfois même extrême, mais elle disait toujours exactement ce qu'elle pensait. C'est précisément cette différence qui fit du personnage à la fois un personnage aimé d'un large public et le centre d'une intense controverse. Dès ses premiers épisodes, Maud choisit une direction que très peu de comédies de l'époque osaient suivre. La série aborda la guerre du Vietnam, le gouvernement de Richard Nixon, le divorce, la ménopause, l'alcoolisme, la santé mentale, les droits des femmes, les droits des homosexuels et la violence domestique. Des sujets qui n'apparaissaient auparavant que dans les journaux ou les débats politiques étaient désormais portés dans une émission comique diffusée aux heures de grande écoute. De qui nombreux épisodes se terminaient. Mais les débats qu'ils suscitaient parmi les téléspectateurs se poursuivaient bien après la fin du programme. La controverse atteignit son point culminant en novembre 1972 avec un épisode en 2 parties intitulé « Le dilemme de Maud ». Dans l'histoire, Maud découvre qu'elle est enceinte à 47 ans et après mûre réflexion décide d'avorter. À l'époque, l'avortement n'était pas encore légal dans tous les États-Unis. L'arrêt Roe contre Wade de la Cour suprême ne serait rendu que 2 mois plus tard. Juste avant la diffusion prévue de ces épisodes, des dizaines de chaînes de télévision locales refusèrent de les diffuser. De nombreux sponsors exprimèrent leur inquiétude, tandis que CBS reçut des milliers de lettres de protestation. Les journaux à travers tout le pays se retrouvèrent rapidement plongés dans un débat sans précédent sur la frontière entre le divertissement et les sujets de société. Malgré cela, environ 65 millions de téléspectateurs regardèrent les 2 épisodes entre leur diffusion originale et les rediffusions ultérieures. L'été suivant, bon nombre des chaînes, qui avaient d'abord refusé de diffuser les épisodes, décidèrent finalement de le faire, à mesure que la vague d'opposition publique s'atténuait. Le dilemme de Maud a depuis été considéré par de nombreux universitaires comme l'un des jalons les plus importants de l'histoire de la télévision américaine. Le succès de Maud fit de Bea Arthur l'une des actrices de télévision les plus en vue des États-Unis. Elle reçut des nominations répétées aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour ce rôle. En 1977, Bea Arthur remporta l'Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série comique marquant la première grande récompense télévisuelle de sa carrière. Maud fut également considérée par de nombreux critiques comme l'une des comédies de situation les plus influentes des années 70. Durant les années où Maud était à l'antenne, Bea Arthur continua d'apparaître dans de nombreux autres projets. En 1974, elle reprit son rôle de Vera Charles dans l'adaptation cinématographique de la comédie musicale Mame retravaillant avec Gene Saks. Le film ne connut de succès ni au box-office ni auprès de la critique. Les années suivantes, elle apparut dans le Star Wars Holiday Special et dans l'émission de variété de Béatrice Arthur Special, prouvant qu'à cette époque, sa notoriété s'étendait bien au-delà de Maud. En 1978, bien que Maud continuât d'attirer de bonnes audiences, ce fut Bea Arthur elle-même qui demanda que la série se termine. Elle croyait que le personnage était arrivé à une conclusion naturelle et ne voulait pas prolonger le programme simplement pour son succès commercial. Cette décision surprit beaucoup de monde, mais elle refléta aussi clairement sa philosophie en tant qu'actrice. Et c'est précisément sa décision de quitter Maud qui ouvrit le chapitre suivant de sa carrière, celui où Bea Arthur allait assumer le rôle pour lequel tout le monde se souviendrait d'elle pendant des années, Dorothy Zbornak dans Les Craquantes. Après avoir décidé de mettre fin à Maud en 1978, Bea Arthur entra dans une étape complètement différente de sa carrière. Elle demeurait l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision américaine, mais trouver un autre rôle avec un impact comparable à celui de Maud n'était plus chose facile. Durant cette période, elle apparut dans de nombreux spéciaux de CBS, émissions musicales, cérémonies de remise de prix et émissions de variété.
En 1927, elle attira l'attention pour son interprétation d'Ackmena dans le Star Wars Holiday Special, où elle chanta une chanson dans la cantina de Mos Eisley. Au début des années 80, CBS produisit spécialement pour elle de Béatrice Arthur Spécial, un spécial de comédie musicale avec Rock Hudson, Melba Moore et plusieurs autres invités célèbres. En 1983, Bea Arthur revint à la comédie télévisée avec Amanda's, une adaptation américaine de la série britannique Fawlty Towers. Elle interpréta Amanda Cartwright, la propriétaire à la langue acérée et au caractère explosif d'un petit hôtel. Bien que les attentes pour la série fussent élevées avant sa sortie, le résultat final ne fut pas aussi réussi que beaucoup l'anticipaient. Seuls 10 des 13 épisodes achevés furent diffusés avant l'annulation du programme. Ce fut la première fois depuis le succès de Maude que Bea Arthur voyait l'un de ses projets télévisuels connaître une fin aussi précoce. En conséquence, le début des années 1980 devint l'une des rares périodes relativement calmes de sa carrière. Bea Arthur continua de jouer à Broadway, d'apparaître à la télévision et d'accepter de nombreux rôles d'invités, mais aucun personnage n'avait encore laissé une impression aussi profonde que Maude Findlay. Après plus de 30 ans dans le métier, elle se retrouva de nouveau confrontée à la question qui l'avait hantée depuis ses débuts d'actrice de théâtre inconnue: une autre occasion extraordinaire se présenterait-elle un jour? La réponse éclata en 1985. La scénariste Susan Harris créa le personnage de Dorothy Zbornak en pensant presque entièrement à Bea Arthur. De sa haute stature et de sa voix grave et chaleureuse à sa vive intelligence. En recevant le scénario, elle accepta rapidement de rejoindre le projet. Dorothy était une institutrice divorcée, vivant avec sa mère et 2 amis dans une maison à Miami. Aux côtés de Bea Arthur, dans les rôles principaux se trouvaient Betty White, Rue McClanahan et Estelle Getty, formant ensemble l'une des distributions les plus aimées de l'histoire de la télévision américaine. Dès sa première saison, Les Craquantes devint rapidement un phénomène. La série dura 7 saisons pour un total de 180 épisodes, se classant parmi les 10 émissions de télévision les plus regardées des États-Unis pendant 6 de ces 7 saisons. Au-delà de son succès, le programme changea également la manière dont la télévision représentait les femmes plus âgées. Plutôt que d'apparaître simplement comme des personnages secondaires ou des mères bienveillantes et familières. 4 femmes d'âge mûr devinrent le centre de l'histoire avec leurs amitiés, leurs romances, leurs carrières et leurs luttes quotidiennes au premier plan. Plus de 4 décennies après sa première diffusion, Les Craquantes continue d'être diffusée en rediffusion et est considérée comme l'une des comédies de situation les plus durables de l'histoire de la télévision américaine. Dorothy Zbornak et Maude étaient toutes 2 des femmes fortes, mais Bea Arthur ne se répéta jamais. Tandis que Maude affichait des émotions intenses et était toujours prête à défendre un point de vue jusqu'au bout. Dorothy suscitait les rires par son aplomb, ses pauses parfaitement calculées et sa capacité à répliquer par un commentaire bref et percutant. Son visage presque inexpressif, sa voix grave distinctive et son talent comique exceptionnel devineraient le style de jeu le plus associé au nom de Bea Arthur. C'est précisément cet humour pince sans rire distinctif qui fit de Dorothy l'un des personnages comiques les plus aimés de l'histoire de la télévision américaine. Le succès de la série valut à Bea Arthur de nombreuses nominations supplémentaires aux Emmy Awards et aux Golden Globes. En 1988, grâce à son interprétation de Dorothy Zbornak, elle remporta le 2e Emmy de sa carrière pour la meilleure actrice principale dans une série comique. Tout au long de la diffusion des Craquantes, elle fut nommée à plusieurs reprises aux principales récompenses télévisées, tandis que chaque membre de la distribution principale finit par remporter un Emmy. Le programme devint l'une des rares comédies de situation où les 4 actrices principales furent honorées de la plus haute distinction de la télévision. En coulisses, les relations entre les membres de la distribution attirèrent aussi une attention considérable. Bea Arthur et Rue McClanahan se connaissaient depuis leur période de travail commune sur Maude, si bien qu'en se retrouvant, elles redécouvrirent rapidement leur alchimie naturelle. Son amitié avec Angela Lansbury, qui avait commencé avec Mame, se poursuivit également pendant des décennies. Bea Arthur éprouvait aussi un grand respect pour Estelle Getty, qui jouait sa mère à l'écran, bien que dans la vraie vie elle fût presque 1 an plus jeune que Bea et devait passer des heures au maquillage avant chaque journée de tournage. Cependant, la relation qui attira le plus l'attention médiatique fut celle entre Bea Arthur et Betty White. Les 2 femmes avaient des personnalités et des styles de travail très différents. Bien qu'elles n'aient jamais été aussi proches que Bea Arthur et Rue McClanahan, toutes 2 entretiendraient toujours une relation professionnelle tout au long des 7 saisons de la série. En 1998, alors que Les Craquantes continuaient d'obtenir de bonnes audiences, Bea Arthur reprit sa décision de se retirer de son propre gré. Elle croyait que la série était arrivée au bon moment pour se terminer et ne voulait pas que le programme continue simplement pour son succès commercial.
Après son départ, les 3 actrices restantes poursuivirent dans la série dérivée de Golden Palace. Bea Arthur ne revint que comme invitée pour le premier épisode, et la série se termina après une seule saison. Après les Crackants Bea, Arthur réduisit considérablement sa charge de travail, mais continua de faire des apparitions publiques régulières. En 1995, elle fit ses débuts au Metropolitan Opera dans le rôle de la duchesse de Krakentorp dans La fille du régiment. Un an plus tard, elle revint sur scène avec la pièce Bermuda Avenue Triangle. À la télévision, Bea Arthur apparut dans Malcolm in the Middle, prêta sa voix au personnage de la femme Puter dans Futurama et interpréta la mère de Larry David dans Curb Your Enthusiasm. En 2005, elle surprit à nouveau le public en apparaissant au roast de Pamela Anderson sur Comedy Central, où elle livra une série de répliques comiques osées avec son style pince sans rire caractéristique, créant l'un des moments les plus commentés de l'événement. En plus d'accepter des rôles d'actrice, Bea Arthur consacra une grande partie de son temps à des spectacles solos sur scène. Elle parcourut les États-Unis avec An Evening with Bea Arthur, suivi de And Then There's Bea et Bea Arthur on Broadway, Just Between Friends. Ces spectacles combinaient récits chants et ses réflexions sur sa vie et sa carrière. Bea Arthur ne se produisit pas seulement à travers les États-Unis, mais emmena aussi ses spectacles au Royaume-Uni, en Australie et en Afrique du Sud, continuant de monter sur scène même après avoir eu 80 ans. Durant les dernières années de sa carrière, elle reçut de nombreuses récompenses en reconnaissance de son parcours. En 2008, elle fut intronisée au Temple de la renommée de la télévision, l'une des plus hautes distinctions de l'industrie télévisuelle américaine. Cette même année, les Craquantes reçut le prix de la culture populaire aux TV Land Awards et Bea Arthur fit l'une de ses dernières apparitions publiques aux côtés de Betty White et Rue McClanahan. Chaque retrouvaille de la distribution fut chaleureusement accueillie par le public, clôturant ainsi plus d'un demi-siècle de réalisations artistiques de la femme qui avait par 2 fois changé l'histoire de la télévision américaine. Bea Arthur ne fut jamais du genre à partager souvent des détails de sa vie privée. Tout au long de sa carrière, elle n'apparut presque jamais dans la presse avec des histoires sur ses relations amoureuses ou ses réflexions personnelles sur le mariage. Le public la connaissait pour avoir interprété des femmes fortes, toujours prêtes à tenir tête au monde. Mais dans la vraie vie, Bea Arthur menait une existence extrêmement privée. Ses amis se souvenaient plus tard qu'elle préférait rentrer chez elle plutôt que d'assister à des fêtes hollywoodiennes. En conséquence, ce que le public sait de la vie privée de Bea Arthur provient principalement de grands jalons de ses propres commentaires peu fréquents et des souvenirs de ceux qui furent le plus proches d'elle. Le premier mariage de Bea Arthur eut lieu alors qu'elle servait encore dans le corps des marines des États-Unis. En 1991, elle épousa Robert Alan Arthur, un militaire qui devint plus tard scénariste-réalisateur et producteur de télévision. Le mariage ne dura qu'environ 3 ans avant qu'ils ne décident tous deux de divorcer. Ils n'eurent pas d'enfants ensemble et ne laissèrent aucun différend public après leur séparation. Bien que le mariage se soit terminé assez rapidement, Bernice Frankel conserva le nom de famille de son premier mari, ne changeant que l'orthographe de Arthur. Au départ, ce n'était qu'un nom hérité de son premier mariage. Mais bien des années plus tard, ce même nom de famille l'accompagna sur les scènes de Broadway, apparut sur les affiches promotionnelles de Maude et les Craquantes, et devint finalement le nom dont se souviendraient des millions de téléspectateurs. Après la fin de son premier mariage, Bea Arthur retourna à New York pour continuer à se consacrer au jeu d'actrice. Dans l'atelier de théâtre de la New School, elle rencontra Gene Saks, un jeune acteur qui à l'époque luttait lui aussi pour se faire une place sur les scènes. Ensemble, ils passèrent des années à passer des auditions, à accepter des rôles peu connus et à se voir grandir mutuellement en tant qu'interprètes. Avec le temps, leur relation se transforma lentement en amour. En 1950, Bea Arthur et Gene Saks se marièrent en débutant un mariage qui durerait près de 3 décennies, durant lequel ils furent non seulement mari et femme, mais aussi compagnons dans leur parcours artistique. Le couple n'eut pas d'enfants biologiques, mais adopta 2 fils, Matthew et Daniel. Matthew se consacra plus tard à la comédie, tandis que Daniel travailla dans la conception de décors. Bien que Bea Arthur devint de plus en plus occupée par ses représentations et son emploi du temps de tournage exigeant, elle essaya toujours de tenir ses enfants éloignés de l'attention médiatique. Elle exposait rarement sa famille à la vie publique ou ne partageait des détails de sa vie privée en entrevue. Ceux qui visitaient sa maison se souvenaient souvent qu'une fois la porte d'entrée fermée, Bea Arthur abandonnait presque entièrement son image de star de télévision et devenait une mère qui aimait cuisiner, lire, s'occuper de ses animaux et profiter de soirées tranquilles avec ses enfants. Durant les premières années de leur mariage, Bea Arthur et Gene Saks furent aussi d'importants partenaires créatifs l'un pour l'autre. Gene s'orienta peu à peu vers la mise en scène et devint l'un des metteurs en scène les plus respectés de Broadway,
tandis que Bea Arthur poursuivait son propre chemin d'interprète. Ils discutaient souvent de leur rôle, suivaient de près le travail de l'autre et observaient leurs carrières respectives se développer constamment. En 1966, lorsque Gene Saks mit en scène Bea Arthur, y apparut dans le rôle de Vera Charles et remporta un Tony Award. Ce ne fut pas seulement un triomphe personnel pour elle, mais cela devint aussi l'une des périodes les plus brillantes de leur vie, à tous deux chacun au sommet de son propre domaine. Mais, à la fin des années 60, surtout après que Maude devint un phénomène télévisuel, l'écart entre leurs carrières commença à devenir de plus en plus évident. D'actrice de théâtre, Bea Arthur devint un visage familier, apparaissant chaque semaine devant des dizaines de millions d'Américains, tandis que Gene Saks demeurait profondément dévoué au théâtre et au cinéma, mais apparaissait en public bien moins souvent. Rien n'indique que leur mariage ait été marqué par des scandales ou des conflits graves. Cependant, les différences croissantes dans leur mode de vie, les pressions exigeantes de leur carrière et la tension provoquée par la célébrité de Bea Arthur, firent que le couple se distança progressivement après près de 30 ans ensemble. En 1978, Bea Arthur et Gene Saks mirent officiellement fin à leur mariage. La séparation se déroula en silence, sans entretien tendu, sans litiges légaux sur les biens, ni histoire sensationnaliste dans la presse. Après près de 3 décennies ensemble, ils choisirent de mettre fin à leur mariage de manière privée, tout en continuant à se respecter mutuellement. Gene Saks poursuivit sa carrière de metteur en scène tandis que Bea Arthur entrait dans un nouveau chapitre de sa vie avant d'atteindre son deuxième grand succès avec Les Craquantes. Bea Arthur ne se remaria jamais. Elle consacra la majeure partie de son temps par la suite à son travail à ses 2 fils et plus tard à ses petits-enfants. Angela Lansbury, Adrienne Barbeau et bien d'autres amis se souvinrent que Bea Arthur préférait rester à la maison plutôt que d'assister à des fêtes hollywoodiennes. Lorsqu'elle ne travaillait pas, elle aimait cuisiner, lire, s'occuper de ses chiens et passer du temps avec sa famille. C'était une image complètement différente des femmes fortes, toujours prêtes à contredire tout le monde que le public connaissait si bien à l'écran. Dans d'innombrables entretiens, Bea Arthur parla très rarement des choses qu'elle regrettait. Mais dans les dernières années de sa vie, lorsqu'on lui demanda si elle changerait quelque chose, si elle avait la chance de revivre sa vie, elle ne mentionna ni ses rôles célèbres, ni les grands prix qu'elle avait remportés. La première chose à laquelle elle pensa fut ses 2 fils. J'aurais aimé passer plus de temps avec mes enfants. Ce fut l'une des rares fois où Bea Arthur parla ouvertement d'un regret. Après des décennies à jouer constamment sur scène au cinéma et en tournée, elle comprit qu'il existe des moments de la vie familiale qu'on ne peut jamais récupérer, peu importe le succès d'une carrière. Cette confession révéla aussi une autre facette de la femme que le public avait longtemps associée à la force et à l'esprit vif. Bea Arthur ne dit jamais regretter d'avoir choisi le métier d'actrice. Elle reconnut simplement que tout succès a un prix. Et pour elle, ce prix fut le temps qu'elle ne put pas passer avec ses enfants pendant qu'ils grandissaient. C'est peut-être pour cela qu'après s'être éloignée du rythme effréné de la télévision, elle consacra plus de temps à sa famille, à ses petits-enfants et aux amis qui l'avaient accompagnée pendant des décennies. Zoa fut aussi le chapitre de paix que Bea Arthur avait toujours désiré, après un long parcours sous les projecteurs de la scène. Au début du XXIe siècle, Bea Arthur réduisit délibérément ses activités artistiques. Après des décennies à travailler sans relâche au théâtre et à la télévision, elle ne cherchait plus de contrats à long terme, ni de nouveaux rôles, simplement pour maintenir son nom au centre de l'attention. Elle n'acceptait désormais que des projets qui la passionnaient vraiment, ou qu'elle sentait avoir encore quelque chose de significatif à offrir au public. Ses apparitions dans Malcolm in the Middle, Futurama, Curb Your Enthusiasm et le roast de Pamela Anderson sur Comedy Central furent soigneusement choisis et entrecoupés de ses spectacles solo sur scène. Pour Bea Arthur, ce n'était plus une période où elle avait besoin de prouver ses capacités, mais un moment pour profiter de son travail à son propre rythme pour le reste de sa vie. Bea Arthur s'installa dans une vie très différente de l'image que le public avait connue à la télévision. Ses amis se souvenaient souvent qu'elle préférait rester à la maison plutôt que d'assister à des fêtes hollywoodiennes. Elle passait son temps avec ses 2 fils et petits-enfants, à cuisiner, à s'occuper de son petit jardin et à prendre soin de ses animaux de compagnie. Adrienne Barbeau se souvint un jour que Bea Arthur n'avait jamais été du genre à apprécier le glamour de l'industrie du divertissement. Une fois le travail terminé, tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, être avec sa famille, son cher chien et dans sa cuisine familiale. C'est précisément ce style de vie simple qui surprit beaucoup de gens de l'industrie du divertissement lorsqu'ils la rencontrèrent en personne, tout comme sa vie privée. Bea Arthur consacra aussi de plus en plus d'énergie à des causes sociales et à des œuvres caritatives. Pendant de nombreuses années, elle défendit l'égalité des sexes, participa à des activités au sein de la communauté juive et soutint régulièrement des organisations de bien-être animal.
Avec le temps cependant, son attention se tourna de plus en plus vers les jeunes vulnérables, en particulier les adolescents LGBTQ+, qui n'avaient plus de foyer où retourner. Lors d'une représentation en 2005, malgré sa santé déclinante, Bea Arthur recueillit environ 40 000 $ pour l'Alifornie Center, une organisation qui soutient les jeunes LGBTQ+, sans abri. Elle insista à plusieurs reprises sur le fait que ces jeunes ne méritaient pas d'être rejetés par leur propre famille, simplement pour ce qu'ils étaient réellement. Durant les dernières années de sa vie, la perspective de Bea Arthur sur le travail évolua aussi progressivement. Lorsqu'on lui demandait pourquoi elle apparaissait moins souvent, elle répondait qu'elle voulait seulement faire le travail qu'elle aimait vraiment. Elle disait que si un excellent rôle se présentait, elle l'accepterait avec plaisir. Mais elle ne voulait plus s'engager dans des séries télévisées de longue durée simplement parce qu'elles avaient du succès après des décennies à vivre et travailler selon un emploi du temps épuisant. Elle ne considérait plus la célébrité comme sa priorité absolue. Avoir la liberté de choisir son propre travail était ce qui lui apportait le plus de satisfaction. Peu de gens savaient que durant cette période, Bea Arthur menait en silence une bataille contre le cancer du poumon. Ayant fumé pendant de nombreuses années, elle choisit de garder sa maladie privée et ne révéla jamais publiquement son état de santé. Même beaucoup de ses collègues les plus proches ignoraient qu'elle recevait un traitement. Le 25 avril 2009, Bea Arthur mourut chez elle à Los Angeles, des suites de complications liées au cancer du poumon à l'âge de 86 ans. La nouvelle de sa mort provoqua un choc profond dans l'industrie du divertissement américain, clôturant ainsi plus de 6 décennies de travail de l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la télévision. Après la mort de Bea Arthur, les hommages affluèrent rapidement de tout le pays. Angela Lansbury la qualifia de meilleure amie qu'elle ait jamais eue et partagea qu'elle se sentait à la fois anéantie et soulagée que Bea Arthur n'ait plus à supporter la douleur causée par sa maladie. Adrienne Barbeau se souvint d'une collègue qui fut toujours généreuse, extraordinairement professionnelle, et prête à céder de meilleures répliques à d'autres acteurs si cela pouvait renforcer toute la scène. Betty White et Rue McClanahan partagèrent également que la mort de Bea Arthur avait laissé un vide qui ne pourrait jamais être comblé dans leur vie, ainsi que dans les souvenirs de millions de téléspectateurs qui aimaient les craquantes. À New York, les théâtres de Broadway éteignirent simultanément les lumières de leur marquise pendant 1 minute en mémoire de l'actrice qui avait consacré presque toute sa vie à la scène. Même après sa mort, Bea Arthur continua d'aider les personnes qui lui avaient toujours tenu à cœur. Dans son testament, elle laissa 300 000 $ à l'Alifornie Center pour soutenir les jeunes LGBTQ+, sans abri. En 2017, l'organisation ouvrit la Bea Arthur Residence, un centre d'hébergement nommé en son honneur pour les jeunes qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Zoane fut ni une statue ni un prix portant le nom de Bea Arthur, mais un véritable foyer pour des personnes ayant besoin de refuge et de protection. Rien ne reflète peut-être mieux qui elle fut durant les dernières années de sa vie que ce geste même. Après avoir fait rire des millions de téléspectateurs, Bea Arthur utilisa en silence ce qu'elle avait pour aider ceux qui avaient moins à avoir une chance de vivre mieux. Bea Arthur n'a pas changé la télévision américaine par des rôles glamour, ni en créant l'image d'une femme parfaite. Ce qu'elle laissa fut une perspective différente sur les femmes d'âge mûr à l'écran. Avant Maude et les Craquantes, très peu de comédies de situation plaçaient une femme de 40 ou 50 ans au centre de l'histoire. Elles n'apparaissaient en généralement que comme mère ou personnage secondaire. À travers Maude Findlay puis Dorothy Zbornak, Bea Arthur démontra que ces femmes pouvaient pleinement devenir le cœur et l'âme d'une série entière, avec des personnalités fortes, des voix distinctives et des histoires suffisamment captivantes pour attirer des dizaines de millions de téléspectateurs chaque semaine. Bea Arthur ne changea pas seulement la manière dont les personnages féminins étaient dépeints, elle contribua également à repousser les limites de la comédie télévisée. Maude porta à l'écran des thèmes que très peu d'émissions de divertissement avaient osé aborder auparavant, notamment l'avortement, le divorce, la ménopause, la santé mentale, l'alcoolisme, la violence domestique, les droits des femmes et les droits des homosexuels. De nombreux épisodes suscitèrent des débats à l'échelle nationale lors de leur diffusion originale, mais avec le temps, ils en vinrent à être considérés comme des jalons importants de l'histoire de la télévision. Le succès de Maude ouvrit également la voie à des séries ultérieures qui explorèrent des thèmes sociaux avec plus d'audace, à travers un langage et un format plus proche et accessible pour le grand public. L'héritage de Bea Arthur se retrouve aussi dans son style de jeu distinctif et unique. Elle recourait rarement aux expressions faciales exagérées ou aux gestes physiques habituellement associés à la comédie traditionnelle. Elle exploitait plutôt son visage presque inexpressif, sa voix grave caractéristique et un sens du rythme si précis que chaque réplique était livrée exactement comme prévu.
Sia Style d'humour pince sans rire devint progressivement la marque distinctive de Bea Arthur, et Laïda a créé les deux personnages télévisés les plus associés à sa carrière. De nombreux comédiens de télévision des générations suivantes le considèrent encore comme l'un des styles comiques les plus subtils et les plus difficiles à maîtriser. Le chemin de Bea Arthur vers le succès fut aussi différent de celui de nombreuses stars de sa génération. Elle n'arriva pas à Hollywood avec une apparence conforme aux standards idéaux de l'industrie et ne devint pas célèbre à un jeune âge. Près de 30 ans s'écoulèrent entre le moment où elle monta pour la première fois sur une scène off-Broadway et celui où elle devint réellement une star de télévision connue dans tous les États-Unis. Son parcours est souvent rappelé comme la preuve que le talent, la persévérance et la capacité à saisir les opportunités peuvent parfois mener une personne bien plus loin que la beauté physique ou la célébrité passagère. Et l'influence de Bea Arthur s'étendit bien au-delà des récompenses et des taux d'audience. Les personnages qu'elle créa contribuèrent à façonner la manière dont les rôles féminins furent écrits à la télévision américaine pendant des décennies. L'image d'une femme plus âgée, indépendante, intelligente, spirituelle et n'ayant pas peur d'exprimer ses opinions devint de plus en plus courante aussi bien dans les comédies de situation que dans les drames télévisés. Dans les années suivantes, chaque fois que scénaristes, producteurs et acteurs discutaient de personnages féminins forts, il devenait difficile d'ignorer l'influence laissée par Bea Arthur. Durant les dernières années de sa vie, son héritage s'étendit encore davantage grâce à son travail caritatif. Bea Arthur montra un intérêt particulier pour les jeunes LGBTQ+, sans-abri, et utilisa certaines de ses dernières représentations pour collecter des fonds pour l'Alifornie Center. Dans son testament, elle laissa 300 000 $ supplémentaires à l'organisation. En 2017, la Bea Arthur Residence ouvrit officiellement ses portes, devenant un foyer pour des jeunes qui n'avaient plus de famille vers qui se tourner. Ce fut un héritage complètement différent des rôles qu'elle interpréta ou des prix qu'elle reçut, mais qui révèle la véritable Bea Arthur plus clairement que toute autre chose. Une artiste qui utilisa le rire pour se connecter au public et qui employa ce qu'elle avait pour aider ceux qui avaient le plus besoin de protection après plus de 60 ans dans l'industrie du divertissement. La vie de Bea Arthur s'acheva paisiblement, tout comme elle avait toujours gardé une certaine distance avec le glamour des projecteurs. Il n'y eut pas de scandales qui s'éternisèrent pendant des années, ni de disputes publiques bruyantes, ni de tentatives de se défendre devant l'opinion publique. Ce qui resta, c'est le parcours d'une femme qui passa près de 30 ans à travailler en silence avant que son nom ne devienne largement connu aux États-Unis et qui choisit plus tard, à 2 reprises, de s'éloigner de séries télévisées à succès au sommet de sa gloire, parce qu'elle croyait que leurs histoires étaient arrivées à une conclusion naturelle. Le chemin qu'elle parcourut ne fut jamais réellement simple. Il y eut des années où elle attendit en silence dans les coulisses de Broadway, des périodes où elle dut choisir entre le travail et la famille, et des émotions qui continuèrent de peser sur son cœur, mais qu'elle ne reconnut que dans les dernières années de sa vie. Pourtant, en regardant en arrière tout son parcours, on peut voir une image constante tout au long de l'histoire de sa vie. Bea Arthur avança toujours sur le chemin qu'elle avait elle-même choisi. Elle n'essaya jamais de devenir le genre de star de cinéma qu'Hollywood voulait, et ne se transforma pas simplement pour s'insérer dans les moules déjà établis de l'industrie du divertissement. Aujourd'hui encore, Maude continue de surprendre les téléspectateurs par l'audace d'une série comique en avance sur son temps. Dorothy Zbornak continue d'apparaître chaque jour sur les écrans de télévision du monde entier avec sa voix grave et chaleureuse, son visage presque inexpressif et ses répliques inoubliables qui continuent de faire rire le public des décennies plus tard. Ailleurs à New York, la Bea Arthur Residence continue de garder ses portes ouvertes pour des jeunes qui n'ont plus d'endroit à appeler foyer. Chaque lieu conserve une part différente de Bea Arthur, une artiste, une femme, était un être humain qui n'a jamais cessé de se soucier des plus vulnérables. C'est peut-être pour cela que bien des années après que les lumières de la scène se soient éteintes, le nom de Bea Arthur continue d'être prononcé avec un respect particulier, non seulement pour les rôles qui ont contribué à marquer l'histoire de la télévision américaine, mais aussi parce qu'elle incarna l'image d'une femme qui n'a jamais laissé l'âge, l'apparence ou les préjugés définir ses limites. Et peut-être que chaque fois que Dorothy sourit, ou que Maude lance l'une de ses répliques franches et familières à l'écran, c'est aussi de cette manière que Bea Arthur continue de vivre dans le cœur de générations de téléspectateurs, tout comme elle le fit tout au long de sa vie.